Bienvenue à tous dans notre Deep Dive du jour. Ah oui? On s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, Ouais. la finance personnelle. Et pour ça, on va explorer ensemble quelques chapitres de la psychologie de l'argent de Morgan Housel, Oui. que vous avez eu la gentillesse de nous partager. Excellent choix. Merci. Morgan Housel a vraiment ce talent de décortiquer la finance, de la rendre accessible et surtout de nous faire réfléchir à notre relation avec l'argent. C'est exactement ça. Et pour ce deep dive, on va se concentrer sur des conseils concrets et parfois même contre-intuitifs. Tirés de votre sélection, tenez-vous prêt à remettre en question certaines idées reçues, car on va parler de l'équilibre entre rationalité et raisonnement dans nos décisions financières, de l'importance de se préparer aux imprévus et de la nécessité de se laisser une marge de manœuvre pour accepter que parfois on fait des erreurs. Absolument. Et c'est ce qui rend ce livre si fascinant. Oui. Housel ne se contente pas de nous donner des conseils techniques. Il explore vraiment le côté humain de la finance. Comment nos émotions, nos valeurs, nos expériences influencent nos choix. Alors pour commencer, vous avez choisi le chapitre 11. Oui. Raisonnable supérieur à rationnel. C'est intéressant comme titre. Oui. Car on a souvent l'impression que la finance, c'est justement une question de chiffres, de rationalité pure. Oui. Qu'est-ce que Housel va nous dire ici? En fait, il nous met en garde contre les pièges de la rationalité absolue. Souvent, les conseils financiers traditionnels se focalisent sur ce qui semble parfait sur le papier. Oui. Maximiser les rendements, minimiser les coûts, mais ils oublient un élément crucial. Oui. Nous ne sommes pas des robots. On a des émotions, des aspirations, des peurs. Ah oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et On a tous déjà essayé de suivre un plan financier super strict, qui semblait parfait en théorie, mais impossible à tenir dans la réalité. Ouais. Un peu comme un régime trop restrictif. Oui. On finit par craquer. Exactement. Et c'est là que la notion de raisonnable prend tout son sens. Oui. Housel nous dit qu'une bonne décision financière, ce n'est pas forcément la plus rationnelle au sens mathématique du terme, mais celle qui prend en compte notre situation personnelle, Oui. notre tolérance aux risques, nos objectifs à long terme. Donc si je comprends bien, Oui. il vaut mieux parfois s'écarter un peu de la rationalité pure pour prendre des décisions qui nous correspondent vraiment, même si elles ne sont pas parfaites sur le papier. Ça prenons un exemple concret. Oui. Imaginons que vous ayez une forte aversion au risque. Investir en bourse, même si c'est rationnel d'un point de vue purement financier, pourrait vous générer un stress énorme et vous empêcher de dormir la nuit. Oui. Dans ce cas, privilégier des placements plus sûrs, même s'ils rapportent moins, serait une décision plus raisonnable pour vous. Intéressant. Donc la clé, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ce qui est rationnel d'un point de vue financier et ce qui est émotionnellement supportable pour nous. On doit se sentir bien avec nos choix, c'est ça. Exactement. Et c'est valable pour tous les aspects de nos finances. Oui. Épargner, investir, dépenser, l'important, c'est de faire des choix qui soient alignés avec nos valeurs, nos aspirations et notre propre définition du succès. Et justement, en parlant de surprise, Oui. vous avez aussi choisi d'explorer le chapitre 12, Surprenez. Ah oui. J'avoue que le titre m'intrigue. Oui. On n'associe pas forcément la finance à la sorte de surprise. Et pourtant, c'est une réalité incontournable. Oui. Housel nous rappelle que la vie et la finance en particulier est pleine d'imprévus. On peut faire les meilleurs plans du monde. Il y aura toujours des événements qu'on ne peut pas anticiper. Ah oui, les fameux coups durs, les retournements de situation. Oui. On a tous dans tête des exemples de crises économiques, de crash boursiers, des moments où la rationalité a volé en éclats face à l'imprévisible. Exactement. Et face à cette réalité, Housel ne nous dit pas de paniquer, mais plutôt de nous y préparer. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de construire un plan suffisamment solide et flexible pour absorber les chocs. C'est rassurant car essayer de tout prévoir, ça peut vite devenir anxiogène concrètement. Comment on peut se préparer à ces surprises? Housel nous donne quelques pistes très concrètes. Par exemple, l'importance d'avoir un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus comme une perte d'emploi ou des frais médicaux importants. Ah oui, le fameux coussin de sécurité. Oui. On en parle souvent, mais on n'a pas toujours conscience de son importance. Exactement. Et il y a aussi la diversification des investissements. Oui. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, Oui. pour limiter les risques. Et bien sûr, adopter une vision à long terme. Oui. Ne pas se laisser décourager par les fluctuations du marché et garder en tête ses objectifs financiers. Tout à fait. Et surtout accepter que l'incertitude fait partie du jeu. Oui. Ce n'est pas un ennemi à combattre, mais une réalité à intégrer dans nos décisions. D'accord. Donc, au lieu de lutter contre l'imprévu. On apprend à vivre avec. Et
on construit notre plan financier en conséquence. Oui, c'est presque libérateur. Absolument. Et parfois, Ok. ces surprises peuvent même se transformer en opportunités. Pensez aux entrepreneurs qui ont su rebondir après une crise, Oui. ou aux investisseurs qui ont fait fortune en misant sur des innovations inattendues. C'est vrai, on a tendance à focaliser sur le côté négatif des imprévus. Oui. Mais il y a aussi un potentiel de création, d'innovation qui peut en découler. Exactement. Et c'est ce que Husserl nous invite à explorer la capacité à s'adapter, à rebondir et à tirer parti des opportunités qui se présentent même dans des situations inattendues. Alors comment on peut concrètement intégrer cette notion de marge de manœuvre pour accepter que malgré tous nos efforts, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs? Husserl aborde ce point dans le chapitre 13, Place à l'erreur. Et c'est une idée qui peut être assez déconcertante au premier abord, car on a souvent tendance à vouloir tout contrôler, à planifier chaque détail de notre vie financière. Oui, c'est vrai, on a l'impression que la réussite financière, c'est une question de discipline absolue de ne jamais dévier du plan. Et c'est là que Husserl nous invite à un changement de perspective. Il nous dit qu'il faut accepter l'idée que l'on va faire des erreurs et même les intégrer dans notre plan. C'est une approche assez inhabituelle. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Il s'agit de construire une marge de sécurité, un coussin, pour absorber les imprévus et les erreurs de parcours, par exemple épargner un peu plus que prévu, choisir des investissements moins risqués, ou encore se fixer des objectifs de rendement moins ambitieux. En fait, on anticipe le fait qu'on n'est pas parfait. Oui. Et on se donne les moyens de rectifier le tir si besoin. Exactement. Et cette marge de sécurité, ce n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est une preuve d'intelligence et de lucidité. C'est une façon de se protéger, de se donner une chance de réussir sur le long terme, même si on fait des erreurs en cours de route. Tout à fait. Et ça nous permet aussi d'aborder nos finances avec plus de sérénité, en sachant qu'on a une marge de manœuvre pour s'adapter aux imprévus. D'accord, donc la clé, c'est de ne pas chercher la perfection à tout prix, mais de se donner les moyens de rebondir si on fait des erreurs. C'est une approche beaucoup plus réaliste et moins stressante. Oui, absolument. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la façon dont on aborde nos finances, de l'importance d'être raisonnable, d'accepter l'incertitude et de se donner une marge de manœuvre, mais j'imagine que vous vous demandez aussi comment tout cela se traduit-il concrètement dans ma vie, comment puis-je utiliser ces principes pour atteindre mes objectifs financiers. Excellente question. Et justement, vous avez sélectionné le chapitre 14. Vous changerez. Ah oui? Le titre est assez intriguant. Oui. Est-ce que Husserl parle d'évolution personnelle ici? Quel est le lien avec la finance? Absolument. Husserl nous rappelle une évidence qu'on oublie souvent, nous évoluons tout au long de notre vie. Nos goûts, nos besoins, nos priorités changent et nos objectifs financiers doivent suivre le mouvement. C'est vrai, ce qui nous paraissait essentiel à 20 ans n'est pas forcément ce qui nous importe le plus à 40 ans et encore moins à 60 ans. Exactement. Imaginez un jeune diplômé qui commence sa carrière. Sa priorité, ce sera peut-être d'épargner pour acheter un appartement, se constituer un capital de départ. Puis avec l'arrivée d'une famille, les objectifs vont évoluer, protéger ses proches, investir dans l'éducation des enfants, préparer sa retraite. Et à chaque étape, la façon dont on gère son argent, le niveau de risque qu'on est prêt à prendre, tout cela doit s'adapter à notre nouvelle réalité. Ça, Husserl compare notre plan financier à un costume sur mesure. Il doit nous aller parfaitement aujourd'hui, mais aussi pouvoir être ajusté au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue. J'aime beaucoup cette image. Et ça veut dire qu'il faut régulièrement remettre en question notre plan financier, s'assurer qu'il est toujours aligné avec nos objectifs et notre situation actuelle. Tout à fait. Et cela implique d'être flexible, accepter de changer de cap si nécessaire et de ne pas s'accrocher à des stratégies qui ne sont plus adaptées. Donc, si je résume, la clé, c'est de ne pas voir son plan financier comme quelque chose de figé, mais plutôt comme un outil en constante évolution qui doit s'adapter à notre vie. Exactement. Et pour finir, vous avez choisi d'explorer le chapitre 15. Rien n'est gratuit, un titre qui donne à réfléchir. Est-ce que Husserl parle du prix de la réussite financière ici? C'est bien ça. Husserl nous ramène à la réalité, en nous rappelant que la richesse, le succès financier, tout cela a un coût. Il ne s'agit pas forcément d'argent, mais de sacrifices, d'efforts, de choix parfois difficiles. Il souligne que la réussite financière n'arrive pas par magie. Elle demande du travail, de la discipline et parfois même des renoncements. Par exemple, choisir d'épargner une partie de son salaire au lieu de dépenser tout de suite, investir dans sa formation pour augmenter ses revenus ou encore prendre des risques calculés pour faire fructifier son capital. Tout à fait. Et ces sacrifices peuvent prendre des formes différentes selon les personnes. Pour certains, ce sera le temps passé à gérer ses finances, à se former, à faire des recherches. Pour d'autres, ce sera le renoncement à certains plaisirs immédiats comme des voyages ou des achats impulsifs. Ce qui est important, c'est d'être conscient de ces sacrifices, de les accepter et de les voir comme un investissement pour notre futur. Exactement. Et de se rappeler que les récompenses de la réussite financière,
La liberté, la sécurité, la possibilité de réaliser ses rêves valent souvent les efforts consentis. C'est une perspective intéressante. On a tendance à idéaliser la richesse, à oublier qu'elle est souvent le fruit d'un travail acharné de choix difficiles et parfois même de sacrifices. Eisen nous invite à avoir une vision plus réaliste et plus équilibrée de la finance. Il ne s'agit pas de dire que la richesse n'en vaut pas la peine, mais de comprendre qu'elle a un prix et que ce prix peut prendre différentes formes. Et c'est à chacun de décider si ce prix est acceptable, si les récompenses qu'il espère obtenir valent les efforts qu'il est prêt à fournir. Exactement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout dépend de nos valeurs, de nos priorités et de notre définition du succès. On a vu ensemble que la réussite financière, c'est un chemin qui se construit sur mesure en tenant compte de notre évolution personnelle et en acceptant qu'il aurait des sacrifices en cours de route. Mais j'imagine qu'il y a des qualités essentielles pour réussir dans ce domaine. D'ailleurs, vous avez choisi de nous parler du chapitre qui met en avant la patience. L'art d'attendre. Ah, la patience est une qualité précieuse, surtout en matière de finances. Dussel nous rappelle que la plupart des grandes réussites financières sont le fruit d'une accumulation lente et régulière, pas d'un coup de chance ou d'un enrichissement rapide. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir tout de suite. On voit des histoires de fortune bâties en quelques mois et on oublie que derrière ces succès fulgurants, il y a souvent des années de travail d'effort et oui, de patience. Exactement. Housel nous encourage à changer de perspective, à voir le temps comme un allié plutôt qu'un ennemi. Il utilise l'image d'un arbre qui pousse lentement mais sûrement. Au début, les progrès sont à peine visibles, mais avec le temps, l'arbre devient imposant et majestueux. C'est une belle métaphore. Et ça s'applique aussi bien à l'investissement qu'à la construction d'une carrière ou d'une entreprise. Il faut savoir planter les graines, les arroser patiemment et attendre que les fruits apparaissent. Tout à fait. Et ça demande une certaine dose de discipline, car il est parfois tentant de céder à la gratification immédiate, de dépenser tout de suite au lieu d'investir pour le futur. Je pense à l'exemple de l'épargne. Mettre de côté une partie de son salaire chaque mois, ça peut paraître insignifiant au début, mais sur le long terme, ça peut faire une énorme différence. C'est l'effet boule de neige. Plus on commence tôt, plus on laisse le temps à nos économies de fructifier, plus les gains deviennent importants. Et la patience, c'est aussi une qualité essentielle pour traverser les périodes difficiles, les crises, les moments de doute. Absolument. Quand on investit sur le long terme, il y aura forcément des hauts et des bas. C'est normal. Mais la patience nous permet de garder le cap, de ne pas paniquer et de rester concentré sur nos objectifs. D'accord. Donc la patience, c'est un peu comme un muscle qu'il faut entraîner. Plus on s'exerce à attendre, à résister à la tentation de la gratification immédiate, plus on devient capable de construire une réussite financière solide et durable. Tout à fait. Et pour conclure cette exploration de la psychologie de l'argent, je dirais que ce livre nous offre une véritable bouffée d'air frais dans un monde où tout va très vite. On est constamment bombardé de messages sur l'enrichissement rapide et facile. C'est vrai. Housel nous invite à ralentir, à prendre du recul, à réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous et à construire notre réussite financière à notre rythme, en accord avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Il nous rappelle que la finance, ce n'est pas qu'une question de chiffres et de performance. C'est aussi une question de psychologie, d'émotions, de choix de vie. Et c'est ce qui rend ce livre si précieux. Il nous donne les clés pour comprendre nos comportements financiers, déconstruire les idées reçues et construire une relation plus saine et plus épanouissante avec l'argent. J'espère que cette plongée dans la psychologie de l'argent vous a donné envie d'en savoir plus et surtout de mettre en pratique ces conseils pour construire votre propre chemin vers la réussite financière. Un grand merci à vous pour votre expertise et vos éclairages. C'est un plaisir de plonger avec vous dans cet univers fascinant. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ce deep dive. On se retrouve très bientôt pour explorer de nouveaux horizons.